Bonsoir à tous, désolé de vous avoir fait attendre. Merci beaucoup d'être présents ici ce soir. Je suis Thibaut Mercier, je suis un des cofondateurs du Cercle Droit et Liberté. Avant de débuter la conférence, on va quand même vous dire deux mots sur les deux associations qui sont organisatrices ce soir. Donc, je vais donner la parole à Pierre-Maxime Saron qui va nous présenter rapidement l'Institut Mirabeau et je reprendrai la parole ensuite. Merci, Pierre-Maxime Saron. Donc, je suis chercheur à l'Université de Grenoble et on est parti en 2015 du constat que le droit ne correspondait plus en fait à une certaine réalité, criminalité, terrorisme. Et donc on a fait une réaction pour pouvoir, en qualité de think tank juridique, avoir avec des professionnels du droit, des universitaires, des gens de terrain aussi, des propositions concrètes pour réformer la légitime défense et aussi l'employabilité et l'emploi des armes à feu pour les forces de l'ordre. Donc force de ce constat, on fait du lobbying législatif, on a un aspect think tank, après on fait un service après-vente de nos idées pour, auprès du législateur, tant national qu'européen, infléchir certaines lois, notamment par exemple la loi sécurité publique de 2017. Donc professionnels du droit, professionnels à la sécurité, si vous souhaitez contribuer au débat, n'hésitez pas à venir nous voir à l'Institut Mirabeau pour parfaire notre législation. Merci beaucoup. Alors, le Cercle Droit et Liberté, on est beaucoup plus général que l'Institut Mirabeau, on traite tous les sujets. On a fondé le Cercle Droit et Liberté sur le constat que les universités n'incitent plus leurs étudiants à penser par eux-mêmes, que le droit est trop souvent abordé comme une matière neutre et technique, et que les professionnels du droit affichent la plupart du temps un droit de l'homisme bon teint. Donc le Cercle Droit et Liberté est une organisation qui regroupe à la fois des étudiants et des professionnels du droit, et qui encourage l'esprit critique par l'organisation de débats qui sortent des sentiers battus, qui veut promouvoir les libertés publiques dans la cité, et qui veut fédérer un réseau de juristes engagés dans la cité. Donc, ce soir, nous sommes ravis évidemment d'avoir moitié-moitié d'étudiants et moitié de forces de l'ordre, policiers, gendarmes. On doit être une des salles les mieux gardées de France. On va passer à la conférence, ça va durer environ 40 minutes. Ça sera suivi de questions du public, d'une séance de dédicace et d'un cocktail dans un bar qui est rue des Fossés-Saint-Jacques. On vous invitera au CEL. Ce soir, nous avons choisi un sujet qui nous tient particulièrement à cœur au Cercle Droit et Liberté, la légitime défense. Après les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan, de Nice, au vu de l'augmentation des agressions en France, aussi bien sur les civils que sur les forces de l'ordre, la question de la faillite de l'État dans la défense de ses citoyens se pose de plus en plus. Les forces de l'ordre disposent-elles des moyens suffisants pour assurer leur mission? L'État doit-il conserver le monopole de la violence légale? Doit-on considérer que les citoyens ont aussi un rôle à jouer en matière de sécurité? Comment un policier, un gendarme ou un civil peut-il réagir en cas d'agression? La législation française sur la légitime défense doit-elle évoluer? Voilà autant de questions posées ce soir auxquelles notre intervenant va tenter de répondre. Nous sommes donc ravis d'accueillir ce soir un professionnel de conviction. Il est avocat et fêtera le mois prochain sa 25e année au barreau de Paris. Il est spécialisé et engagé dans la défense des forces de l'ordre et des victimes d'agression. Il pratique le tir sportif. Il est membre de l'Association internationale des instructeurs de tir de police. Il est également capitaine de la réserve opérationnelle de la gendarmerie et dispense régulièrement des formations sur les questions juridiques entourant l'usage des armes à feu. Il vient de publier la 5e édition de son ouvrage « Force à la loi », que vous pourrez acquérir ce soir à l'issue de la conférence. On en a déjà vendu la moitié, donc dépêchez-vous. C'est un des plus grands spécialistes français du droit des armes et des questions de légitime défense que nous recevons ce soir. Merci d'accueillir comme il se doit Maître Laurent Franck Liénard. Merci, que d'éloges. Vous m'entendez bien? Bon, oui, dans la salle, il doit y avoir presque autant de métal que de viande, je pense, vu le public. C'est une question que je connais et que je pense maîtriser, oui, effectivement, l'usage des armes, parce qu'en 25 ans, j'ai traité plus de 300 fusillades. La dernière, c'était tout à l'heure, à Bordeaux. Donc, je pense que je connais à peu près le sujet. On peut l'approcher de manière technique, on peut l'approcher de manière polémique ou politique, ce sujet.
ça reste un sujet humain. Parce que la légitime défense, c'est avant tout une histoire humaine. C'est l'histoire d'un abruti qui décide de violer la loi et d'agresser les gens, d'une pauvre victime. Pourquoi pauvre victime? Parce que, qu'il soit policier, qu'il soit tireur, qu'il soit agriculteur dans sa ferme, il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé ce jour-là à être agressé. Donc, ça lui tombe dessus. Et son histoire va basculer parce que ce jour-là, il va devoir défendre sa vie ou la vie de quelqu'un d'autre. Et puis, c'est l'histoire d'un process judiciaire derrière qui devrait être humain, mais qui ne l'est pas. Parce que la machine judiciaire, c'est une machine à broyer les gens. Donc, l'humain est au centre de tout, et c'est important dans votre réflexion sur la légitime défense. Parce qu'on peut dire, de manière polémique, la légitime défense ne va pas suffisamment loin, il faut aller plus loin. On peut être choqué par des poursuites judiciaires qui sont organisées, par exemple, contre tel commerçant qui ouvre le feu sur ses braqueurs alors qu'ils s'enfuient. Là, il faut être clair. En France, dans notre droit tel qu'il existe aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de tuer les gens. On a le droit de se défendre contre une agression en cours, et c'est la moindre des choses, pour la repousser. On n'a pas le droit de s'en venger. Et là, on a un écueil qui est net, c'est un écueil qu'on a au quotidien dans l'appréciation de la légitime défense. C'est qu'il y a des gens qui aimeraient que la légitime défense permette de tuer un cambrioleur. Le cambrioleur arrive chez nous, on le tue. Mais la vie humaine, ça a une valeur. Et c'est pas parce qu'on a 17 ans, qu'on est un imbécile et qu'on rentre chez les gens pour voler une platine DVD qu'on a mérité d'être tué. En revanche, le gars qui essaye de prendre votre vie, vous pouvez décider de lui ôter la sienne. Mais pas pour le tuer, pas pour lui infliger la peine de mort. Parce que l'idée de la légitime défense, c'est pas d'infliger la mort. C'est pas d'infliger des coups, c'est pas d'infliger une punition. En droit, il y a de l'autorité judiciaire qui est là pour ça. Elle est gravement déficiente, évidemment, vous le savez. Mais dans les textes, elle est là pour ça. C'est pas aux citoyens d'infliger la sanction d'un comportement délinquant. Le citoyen, il a le droit de rentrer chez lui le soir, de fermer sa porte et de ne pas être ennuyé par des délinquants. Il a le droit de les repousser. Et si on le frappe, il a le droit de faire en sorte d'éviter d'être frappé et que cette agression cesse. Et c'est tout. C'est tout. Vous avez le droit de ne pas être agressé et vous avez le droit d'interpeller les gens qui ont tenté de le faire. Ça s'arrête là. Cet écueil-là, il est essentiel. Enfin, cette frontière-là, elle est essentielle à la compréhension de la chose. Parce que, vous voyez, on dit, est-ce qu'on a encore le droit de se défendre en France? Évidemment, on a le droit de se défendre. Quand cet ouvrage est paru en 2009, il était plus petit, il était surtout beaucoup plus restrictif. Aujourd'hui, dans sa version 2018, il est beaucoup plus gros, mais il est beaucoup plus ouvert à l'usage et au port des armes, bizarrement. Beaucoup plus ouvert. Beaucoup plus ouvert parce que le port d'armes a été généralisé hors service pour les policiers et les gendarmes. Il a été très augmenté pour les policiers municipaux. On a même aujourd'hui les agents de sécurité privée qui peuvent être armés, ce qui est une vraie révolution, parce que ça veut dire que l'État a fait sa révolution intellectuelle. Vous savez que jusqu'à présent, l'arme, c'était un symbole, c'était le symbole de l'autorité de l'État pour un membre de l'État, un représentant de l'État, qu'il soit policier, gendarme. Vous avez un uniforme, donc vous devez porter une arme. D'ailleurs, en matière militaire, c'est encore ça. Vous savez l'uniforme, donc vous devez porter une arme, vous êtes obligé d'être armé parce que vous avez un véhicule marqué dans l'armerie. On n'est pas armé pour avoir une composante de l'uniforme. On est armé parce que c'est un outil lésionnel à caractère létal, et donc ça sert à donner la mort. On est armé parce qu'on est en capacité, dans une situation donnée, de donner la mort. Voilà. Donc la révolution culturelle, elle a été faite, puisqu'aujourd'hui, on autorise les sociétés privées à acquérir des armes et à doter d'armement des agents de sécurité qui sont complètement à l'opposé de ce qu'est l'organisation étatique. Ça va plutôt dans le bon sens en termes de port d'armes. Ça va aussi dans le bon sens en termes d'usage des armes. Parce que la loi a été modifiée récemment, en février 2017, et il y a un nouveau cadre légal qui a été promulgué. J'en dirai quelques mots si vous voulez. Je peux vous dire tout de suite, il ne faut pas l'utiliser, c'est une bombe à retardement.
tout ce qu'on vous a appris sur ce nouveau cadre légal, vous le mettez dans votre poche, vous fermez l'enveloppe, vous fermez la poche, et puis on la réouvrira dans 10 ans. Parce qu'il faut 10 ans pour avoir une jurisprudence établie. Aujourd'hui, on n'a pas de jurisprudence établie sur ce fait justificatif, donc vous pouvez l'oublier. Ne l'utilisez surtout pas, ne faites pas la jurisprudence, ce serait trop bête. Ouais, ce serait trop bête. Donc, ça va plutôt dans le bon sens. Et c'est vrai que l'approche aujourd'hui, avec les attentats, avec la réalité qui nous bouleverse, qui nous dépasse, l'approche aujourd'hui par l'État, elle est beaucoup plus favorable au port d'armes et à l'usage des armes. Par l'État. Il reste une difficulté, c'est le traitement judiciaire de tout ça. Vous pouvez faire les lois que vous voulez. Vous pouvez changer la loi, vous pouvez demain faire une présomption de légitime défense. J'y suis extrêmement opposé. Je dis deux mots pourquoi je suis opposé à la présomption de légitime défense. Si on présume être en état de légitime défense, c'est une présomption réfragable, c'est-à-dire qu'elle peut être renversée. Si on renverse la charge de la preuve, le parquet arrivera à démontrer sans difficulté, le parquet autorité de poursuite arrivera à démontrer sans difficulté que la légitime défense n'est pas acquise. Et donc les gens qui pensent être en sécurité parce que la légitime défense est présumée, ils sont finalement dans une insécurité totale parce que le parquet démontrera qu'ils n'étaient pas en état de légitime défense et ils se retrouveront en cour d'assises. Donc ce serait un très mauvais message à donner parce que ça voudrait dire allez-y, vous êtes présumé en état de légitime défense, faites-vous plaisir, mais on ne se fait pas plaisir quand on défend sa vie. On défend sa vie. Donc le message serait open bar et la réalité judiciaire serait considérablement restrictive. Vous pouvez changer les lois que vous voulez. Plus vous allez aller dans le sens de la légitime défense et plus vous allez aller dans le sens d'un usage des armes généralisé et facilité, plus l'autorité judiciaire va être restrictive. On l'a vu avec les peines planchées. Les peines planchées, ça ne marche pas parce que l'autorité judiciaire ne les a pas appliquées. Et donc, comme au bout de la chaîne pénale, il y aura toujours le juge, n'importe quelle loi que vous allez vouloir promulguer, elle va se heurter à son appréciation judiciaire. C'est pour ça que l'article 435.1 est super intéressant sur le plan intellectuel, mais à la commission des lois du Sénat, j'ai dit ne promulguez pas ça parce que c'est une bombe à retardement. Ils m'ont dit on sait, mais on n'a pas le choix, c'est une démarche politique, il faut que ce soit promulgué avant les élections présidentielles. Ils ont fait leur article. Mais cet article, ne l'utilisez pas. C'est une bombe, ça va vous péter la fille. Aujourd'hui, le souci, c'est le traitement judiciaire de ces affaires. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai peur de deux choses dans la vie. J'ai peur de la maladie et j'ai peur des juges. Le reste, je m'en occupe. Mais la maladie, les médecins font des miracles, mais ils ne peuvent pas tout faire. Hein. Quand vous avez un cancer généralisé, vous allez crever. Et les juges, les avocats font ce qu'ils peuvent, mais quand vous avez des magistrats qui décident de vous condamner, ils vont vous condamner. Et ils vont mettre en péril votre sécurité juridique, évidemment, votre sécurité patrimoniale. Ils vont vous faire vendre votre maison. Ils vont vous broyer. Parfois parce que c'est légitime, parfois de manière totalement illégitime et par pure idéologie. Je le dis sans aucun problème, je l'ai déjà écrit. Nous avons en France une approche idéologique de la justice et notamment de l'usage de la force qui est incompatible avec un traitement serein de ces affaires. Alors, que faudrait-il faire ? À mon sens, il faudrait prendre les magistrats, il faudrait les mettre dans une voiture de police et les laisser 6 mois là-dedans. Qu'ils se rendent compte un peu de la vraie vie. Mais encore, même si vous faisiez ça, ça ne changerait pas leur prisme, parce que le prisme est idéologiquement très ancré. Évidemment, ça ne vaut pas pour tous, hein. Loin de là. On a heureusement des très bons juges. Mais quand on tombe sur un mauvais, ça fait plus mal, c'est pour ça que j'en parle. Ça fait même très très mal. On a l'impression quelquefois que c'est une autre planète, la justice. D'ailleurs, il y a une émission, une chaîne de télé même qui s'appelle Planète Justice. Je crois que c'est tout à fait adapté. C'est une autre planète, avec des extraterrestres qui sont humanoïdes, qui ressemblent à vous et moi, mais quand vous leur parlez, ils ne vous comprennent pas, et quand ils vous parlent, vous ne les comprenez pas. Et on ne peut pas se comprendre. On ne peut pas se comprendre. Donc, mon souci en matière de légitime défense, et mon principal écueil quand je veux faire juger l'état de légitime défense de quelqu'un qui a défendu sa vie, ou même qui a repoussé une agression en pied-point avec un bâton, n'importe quoi, eh bien, c'est d'obtenir du magistrat un accueil favorable. D'obtenir un accueil technique, un accueil juridique, d'obtenir tout simplement l'application de la loi. Changer la loi ne sert à rien, il faut déjà l'appliquer.
Il faut l'appliquer de manière cohérente, intelligente, technique, juridique, évidemment, et puis humaine. Et ça, là, il y a du travail, là, il y a de la réflexion à faire, parce que c'est très ancré. Alors, j'ai rencontré de jeunes parquetiers qui me disent « Vous inquiétez pas, c'est en train de bouger, on est là, on fait bouger les choses. » Mais je rencontre aussi de jeunes juges d'instruction qui me mettent en examen des policiers ou des gendarmes, alors que le tir est totalement légitime, qu'il n'y a pas l'ombre d'un souci, et qui me disent « Oui, c'est douloureux pour moi de mettre en examen, mais je suis obligé. » Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait le feu dans la cité. Voilà, ça c'est une réalité qui est difficile. Deuxième écueil, deuxième gros problème pour faire comprendre l'état de légitime défense, c'est que, comme je vous le disais, c'est une histoire humaine. Il est très difficile, quand on se fait tabasser sur un trottoir et qu'on arrive à prendre le dessus, de ne pas sauter à pieds joints sur la tête de son agresseur. C'est difficile, pourquoi? Et pas parce qu'on a la rage. D'abord, parce que l'état de stress dans lequel vous êtes fait que vous basculez sur un mode raisonné, le mode du néocortex, siège de la réflexion, au mode animal, le cortex primitif, hein, le cerveau primitif, le cerveau, donc le cortex reptilien, pardon, reptilien, c'est la fatigue de la journée, cortex reptilien, qui fait que vous raisonnez en mode binaire, soit je m'enfuis, soit je combats. Mais on ne connaît pas un animal qui se contente de combattre gentiment. L'animal, une fois qu'il a le dessus, il détruit l'agresseur. Et on a donc cette tendance naturelle de l'homme, à détruire l'agresseur, donc à porter plus de coups que ce qui est nécessaire. Et là, nous avons une loi qui nous dit on ne doit porter que le nombre de coups nécessaires. On doit tirer le nombre de coups de feu nécessaires. Et pourtant, on a très envie de lâcher le chargeur. Il faut être chirurgical. Et être chirurgical, c'est inhumain. Donc, mon souci, dans mes cas concrets, hein, les cas que je traite tous les jours, et je peux vous assurer, au cabinet, on a une ouverture de feu par semaine, et on a en pied-point quasiment 2 ou 3 affaires par semaine qui arrivent de légitime défense. Eh bien, à chaque fois, le problème, c'est le problème de la nécessité des coups portés par rapport à la gravité de l'atteinte, et donc ce dépassement de l'admissible, qui est humain, qui est compréhensible, mais qui, en droit, n'est pas acceptable. Cet écueil-là, il est sans solution. Parce que si vous faites une modification législative enlevant le critère de nécessité, vous allez arriver à un stade où les gens vont tirer un nombre de coups trop important, ou vont porter un nombre de coups trop important par rapport au simple fait de repousser l'agresseur, et ils vont donc infliger la punition. Et si on laisse aux citoyens la possibilité d'infliger la punition, on arrive à des dérives. Et ces dérives ne sont pas maîtrisables. Vous aurez... on sera au Texas. Le gars, il passe la fenêtre pour aller voler un verre d'eau et il se fait buter. C'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable, c'est pas acceptable dans une société, en tout cas dans la nôtre, parce qu'on n'en est pas là. On a une société qui est assez policée et qui, finalement, en termes de violence, est assez contenue. Donc, repousser l'agression, oui. Sanctionner l'agresseur, non. Et là-dessus, je n'ai pas la solution. Alors, j'ai lu, évidemment, et je lis tout ce qui passe sur la légitime défense, j'ai lu des propositions parlant du code pénal suisse, disant, mais il y a l'état d'émotion qui pourrait être un fait justificatif dans le code pénal suisse. Alors, il se trouve que je suis formateur à l'école de police de Lausanne, et que j'en ai parlé à l'avocate de la police de Lausanne, qui m'a ri au nez. Il m'a dit, mais cet article est tombé complètement des études, et aucun avocat suisse n'oserait l'avancer devant une juridiction. L'état d'émotion, ça n'existe pas. En fait, dans les faits, votre légitime défense est très proche de la nôtre, et les critères qu'on invoque sont les mêmes. Donc les critères sont bons, à mon avis. Le 122.5, il est bon. Il est bon parce qu'il est intelligent, il est équilibré. Le côté, l'immédiateté de la riposte et le fait que l'agression est en train de se commettre, ça ne me semble pas inadapté. Effectivement, avant l'agression, j'ai pas besoin de taper. Après l'agression, j'ai plus besoin de taper. Quand c'est imminent,
est-ce que l'agression est en cours quand le mec se précipite sur moi et que, avant qu'il me tape, je porte des coups? Ben oui, elle est en cours. Le simple fait de voir une personne très agressive se propulser vers moi, les poings en avant, suffit à la repousser, à être autorisé à la repousser. Je n'ai pas d'obligation de me laisser toucher. Que je sois policier ou citoyen, je n'ai pas l'obligation de me laisser toucher. Je n'ai pas l'obligation d'attendre qu'on me tire dessus pour riposter. À partir du moment où je vois une arme se lever vers moi, eh bien je peux anticiper l'agression et ouvrir le feu. Pourquoi? Parce que l'acte agressif, il est commencé. Donc l'agression en droit, elle est commencée, elle est entamée. Donc ça ne me pose pas de souci. Le critère de la nécessité, je vous l'ai dit, c'est le problème de l'adaptation de ce critère avec la nature humaine. Comment on résout ça? On résout ça par une approche judiciaire intelligente. Approche judiciaire intelligente, ça veut dire que le magistrat saura faire la part entre la volonté de vengeance et des coups qui seraient portés complètement en dehors du cadre, et le simple fait que la personne, animée d'une certaine rage bien compréhensible, n'ait pas pu retenir les derniers coups portés. Pour avoir une approche intelligente, c'est simple, il faut des magistrats spécialisés. Et mon gros souci, c'est qu'aujourd'hui, on plaide ces affaires devant n'importe quel magistrat correctionnel qui traite à la fois du délinquant de base, du trafiquant de drogue, du mec de cité qui frappe les gens dans le métro, et le policier qui a ouvert le feu, ou le citoyen qui s'est défendu sur la voie publique parce qu'il était agressé par un chauffeur de taxi. Ils traitent les mêmes choses. Donc ils ont un prisme qui est un prisme de condamnation systématique. Et ils ont une méconnaissance cruelle en matière de légitime défense. Ils n'en connaissent pas les limites, ils ne connaissent pas les limites droite, les limites gauche, ils n'en connaissent pas les applications jurisprudentielles, et ils n'ont pas l'habitude de traiter ces affaires. Alors, je vais vous donner un petit exemple qui a fait frémir toute la BAC de Lyon. Nous étions en cour d'assises sur une ouverture de feu, et j'étais en train d'interroger un témoin sur la validité du tir qu'il avait fait, et il me disait, pour moi c'est de la légitime défense d'autrui. Et là j'ai le président de la cour d'assises, qui me dit, mais maître, vous savez que la légitime défense d'autrui, ça n'existe pas. Alors, ses assesseurs le regardent bizarrement, genre, Gérard, t'es en train de dire une bêtise. Et je lui dis, je suis désolé, monsieur le président, mais je vais être obligé de vous lire l'article parce que c'est marqué dans la loi, en légitime défense de soi-même ou d'autrui. Mais maître, vous savez que la jurisprudence refuse de reconnaître la légitime défense d'autrui. Ah, alors là, ses assesseurs se tournent vers lui. Gérard, arrête de déconner. Il commence à lui tirer sur la manche. Et moi, je lui dis, monsieur le président, j'ai dormi à Lyon cette nuit, donc peut-être est-ce que ça a changé dans la nuit, mais hier soir encore, la jurisprudence de la Cour de cassation reconnaissait la légitime défense d'autrui. Donc, si vous avez une information à me donner, donnez-la moi, ça me serait agréable. Et là, il a vu le regard de ses deux assesseurs, il a senti qu'il était en train de faire une connerie, et il est passé à autre chose. Voilà. Je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. Il ne connaît pas le droit de la légitime défense. Mais c'est normal. Je ne traite que des affaires de légitime défense. Mon cabinet est spécialisé là-dedans. Je connais la jurisprudence. J'ai écrit le bouquin dessus. Les magistrats, eux, ils vont traiter une affaire de légitime défense tous les 10 ans. Le juge d'instruction de Chaumont, qui a 98% de ses affaires, c'est de la drogue et du viol, tout à coup se retrouve avec une ouverture de feu. Elle ne sait pas le gérer. Donc, totalement incompétente en matière armurière, elle ne connaît rien à rien, elle ne sait pas ce que c'est qu'un étui, elle ne sait pas ce que c'est qu'un canon, une culasse, c'est bon. Et puis, complètement incompétente en matière juridique, parce que ce droit-là est un droit spécifique dans son application. Donc moi, je réclame haut et fort des juridictions spécialisées. Quand je les ai demandé à Mme Cazaux-Charles, dans la commission Cazaux-Charles, on m'a dit c'est pas possible. Égalité de la loi, égalité des citoyens devant la loi, c'est totalement impossible. Vous n'aurez pas les juridictions spécialisées. Et pourtant, elles existent. 697 du Code de procédure pénale, les juridictions spécialisées en matière militaire existent. Elles traitent les militaires et elles traitent les gendarmes en situation de maintien de l'ordre. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que ces juridictions spécialisées reçoivent en compétence l'ouverture du feu, donc tout usage de la force par les dépositaires de l'autorité publique? On réglerait la question, on aurait des magistrats qui sauraient de quoi il s'agit, pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais simplement parce qu'ils en traitent plus.
Donc, ils auraient plus l'habitude de gérer ces notions. Voilà. Fondamentalement, vous voyez, mon travail, c'est pas un travail de changer la loi, c'est un travail pour changer le traitement judiciaire qu'on en fait. Parce que mon vrai souci, c'est ça. Et pour tous ceux qui y sont passés, j'ai vu quelques têtes de mes clients qui sont donc passés devant des juridictions. Vous savez de quoi je parle. C'est un grand moment de solitude. Un grand moment de solitude dans le traitement, dans les questions qui sont posées, dans la manière d'être accueilli. Parce que quand on défend sa vie, on ne fait pas un acte contraire au droit, on fait un acte conforme au droit. Et d'ailleurs, on ne viole pas l'ordre public, on rétablit l'ordre public. Pourquoi? Parce qu'au moment où il y a l'agression, les forces de l'ordre n'étaient pas là, ou alors si c'est un policier qui tire, les forces de l'ordre étaient là, évidemment, mais si c'est un citoyen qui se défend, lorsqu'il y a eu l'agression, les forces de l'ordre n'étaient pas là, il a dû se défendre tout seul, face à une carence de l'État dans sa propre protection, et donc il a rétabli l'ordre public en se défendant. Donc cette personne, elle doit être accueillie favorablement, avec un a priori positif et favorable. Et ce n'est pas du tout le cas. Cette personne, elle est accueillie pire qu'un délinquant, parce qu'elle a osé user de la force pour se défendre. C'est inélégant. Les juristes disent la légitime défense, c'est un principe, un concept inélégant. Sans se demander si le fait d'être agressé chez soi par une horde sauvage, c'est élégant ou pas. Évidemment, le plus inélégant, c'est bien ça. Le plus inélégant, c'est bien l'agression préalable, puisque vous savez qu'en matière de légitime défense, il faut une agression préalable et une riposte. 435.1, pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui voudraient l'utiliser. Méfiez-vous-en. Méfiez-vous-en pourquoi? Parce que c'est un nouveau cadre légal qui dit que dans 5 cas, vous avez l'autorisation d'user de vos armes. C'est pour les étudiants, c'est donc le nouveau régime juridique de l'usage des armes. Ce n'est pas la nouvelle légitime défense. Et alors là, excusez-moi, mais les mots ont un sens. Légitime défense, c'est 122.5. L'article 122.5 n'a pas été modifié par la loi de février 2017. Pas du tout. Donc la légitime défense, elle existe telle qu'elle est, avec sa jurisprudence. On est bien à cheval sur le sujet. On est bien assis sur notre vérité judiciaire. On sait ce que c'est que la légitime défense. Surtout, ne touchez pas. 435.1, c'est un texte qui s'insère, qu'on peut invoquer dans le cadre des dispositions de l'article 122.4 du Code pénal, autorisation de la loi. C'est donc un autre fait justificatif. Ce n'est pas la légitime défense, c'est un autre fait justificatif, c'est l'autorisation de la loi. Dans 5 cas, on peut user des armes. En école de police, dans vos formations, tous vos moniteurs de tir vous disent, voilà les 5 cas. Ils oublient de dire qu'il y a un chapeau à cet article. Le chapeau à l'article, c'est lorsque c'est absolument nécessaire et lorsque c'est strictement proportionné. Ces deux concepts, l'absolue nécessité et la stricte proportionnalité, ne sont pas définis en droit. Nous n'avons pas une décision de justice qui définisse l'absolue nécessité et la stricte proportionnalité. On a 2 cas de jurisprudence par la Chambre criminelle de la Cour de cassation 2013-2014 sur l'absolue nécessité qui disent que le tir du gendarme était absolument nécessaire mais qui ne définissent pas le concept. Donc comme nous n'avons pas de définition de concept, le juge que vous allez rencontrer, dans son pouvoir de juridiction, le pouvoir de dire le droit, va estimer si votre tir était absolument nécessaire ou pas, en fonction de sa propre analyse, de son prisme idéologique et de sa compétence en matière policière ou armurière ou encore juridique. Vous aurez des juges qui diront « oui, j'estime que c'était absolument nécessaire » et d'autres qui diront « certainement pas ». Vous aurez des juges qui diront « oui, c'était strictement proportionné » et d'autres qui diront « non, ça n'était pas strictement proportionné ». Et vous êtes donc complètement à la merci de celui qui, au bout de la chaîne, et quand je dis au bout de la chaîne, c'est vraiment au bout de la chaîne, c'est 6 ans, 7 ans après les faits, décidera de votre avenir et de votre sécurité juridique. Je traite actuellement une ouverture de feu mortel à Poitiers qui a eu lieu en 2007. Nous sommes donc 11 ans après les faits et le policier vient d'être renvoyé aux assises. Donc je peux vous assurer que c'est un très long périple. La justice est une vieille dame. Elle marche doucement pour traverser la rue. Mais à l'opposé des vieilles dames, elle ne peut pas être renversée. Donc on est obligé d'attendre qu'elle arrive sur le trottoir en face.
Et je vous assure que c'est énervant, surtout quand vous êtes au volant et que vous voulez accélérer. Putain, qu'est-ce qu'elle fait cette vieille? Eh bien, quand on a affaire à la justice, c'est ça. C'est oui monsieur, on va vous entendre demain, et puis la prochaine audition ce sera dans 6 mois. Pourquoi dans 6 mois? Ah ben j'ai pas le temps. Ma greffière est en congé maternité. Voilà. Des choses qui se jugent en 1 an dans n'importe quel État démocratique se jugent en 10 ans, ou 12 ans, ou 15 ans en France. J'ai un client qui a eu un accident gravissime de plongée, il est handicapé. Son accident de plongée était en 2007, on est en 2018, c'est toujours à l'instruction. Voilà. Et quand on demande au juge d'instruction ce qu'il entend faire, il nous dit « mais vous savez, il n'y a pas de détenu dans cette affaire ». Donc s'il n'y a pas de détenu, on peut attendre. Les détenus passent avant. De toute façon, c'est le cas dans cette société, puisque vous savez que la strate française, c'est le détenu d'abord, le citoyen après, et le policier en dessous. Dans les autres pays, c'est le policier, le citoyen, le délinquant. Mais bizarrement, nous, c'est le délinquant qui passe en tête, qui a le plus de droits par rapport aux citoyens ou aux policiers. Les policiers étant des sous-citoyens. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire globalement sur la légitime défense aujourd'hui, parce que je crois que j'ai assez peu de temps, et puis c'était pas l'idée de cette conférence. L'idée de cette conférence, c'est de me mettre face à vous et de vous dire, posez-moi les questions que vous voulez. Posez-moi les questions que vous voulez, parce que vous ne m'aurez pas nécessairement face à vous avant que ça vous arrive. Et là, vous avez la chance de m'avoir, enfin la chance, entre guillemets, la chance parce que c'est gratuit, d'avoir un avocat à votre disposition. Donc je préfère que vous utilisiez le temps qui nous est consacré par ces instituts à me poser vos questions, plutôt qu'à vous embêter avec mes histoires. Au début que, en fait, jusqu'à une période très récente, l'État était censé avoir le monopole de la légitime violence. C'est le terme qui était employé, qui a longtemps été soutenu même par certains théoriciens qui influaient sur le cours des événements. Pas la violence, l'usage de la force. L'usage de la force, un dépositaire d'autorité publique ne commet pas d'acte de violence. Il use de la force. Dans le cadre de ses pouvoirs, de contraintes légitimes et régaliennes. Un énorme bouleversement est intervenu effectivement avec le décret du 31 décembre, où maintenant l'État et ses représentants légaux officiels délèguent une partie de ce pouvoir à des personnes qui appartiennent à des sociétés de sécurité privée. J'en reviens à ce concept en fait de monopole de l'État. Ce monopole s'appuie-t-il sur un corpus, et là c'est à l'avocat que je m'adresse, au spécialiste du droit, qui connaît le droit, s'appuie-t-il sur un corpus légal ou est-ce simplement une volonté unilatérale de l'État qui n'a pas à se justifier? Ah ben, il n'y a pas un texte qui dise que l'État a le monopole de l'usage de la force. Hein. C'est un principe général, mais les principes généraux du droit fonctionnent et ont valeur normative en France. Donc, effectivement, c'est un concept, c'est plus un concept politique, d'ailleurs. C'est un concept politique. L'État, en principe, doit être au service du citoyen, et il doit donc se débrouiller pour mettre les moyens nécessaires pour assurer notre sécurité. Ce qui est globalement plutôt bien fait. J'en veux pour preuve la motivation des gens ici, qui sont membres des forces de l'ordre, et qui bossent tous les jours à notre sécurité, qui bossent dans des conditions difficiles, mais qui font un travail remarquable. Donc, l'État se débrouille quand même finalement plutôt bien, mais il y a des événements évidemment qui nous dépassent. Vous avez 4 mecs qui rentrent au Bataclan avec des calages, ça dépasserait n'importe qui. Donc, si ça devait se renouveler, espérons que ça ne se renouvellera pas, mais si ça devait se renouveler, je pense que l'État serait contraint de passer à l'étape supérieure. Et notamment, pourquoi pas d'être moins regardant en termes de port d'armes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la réglementation sur le port d'armes est très restrictive, notamment elle interdit à tout citoyen de porter une arme. On a fait des propositions avec mon confrère de Montbrial, on a fait des propositions de manière à modifier, à faire bouger les frontières là-dessus. Évidemment, il ne s'agit pas d'armer les gens, il s'agit d'armer certaines personnes, de manière à faire un maillage territorial
de gens armés et compétents. Alors, on ne voudrait pas armer les mythomanes, on ne veut pas armer le tireur sportif qui rêve de porter son arme à la ceinture. On veut armer des gens qui sont vraiment compétents et qui prennent cet engagement. Ce n'est pas un engagement minable, hein, c'est l'engagement de donner sa vie en cas de problème, en sortant une arme et en allant au combat. Il y a des gens qui sont prêts à le faire, il y a des gens qui sont disposés à le faire, et effectivement, pourquoi ne pas les armer? Aujourd'hui, l'État estime que la menace terroriste est une menace qui n'existe pas véritablement, qui est un non-événement. Parce qu'en termes de morts, c'est ridicule. C'est 20 morts par an, sur 10 ans. C'est ridicule. Donc ça concerne peu l'État. En France, il y a beaucoup plus de morts sur la route que de morts par les attaques terroristes. Donc il y a encore, on parle à des préfets qui vous disent c'est un non-événement, le terrorisme. C'est un événement important sur le plan économique, mais en termes de sécurité publique, c'est un non-événement. Alors, il faudra en parler aux victimes du Bataclan. J'en défends. Il faudra en parler aux victimes de tout acte terroriste. Ça n'est pas un non-événement quand on a un couteau sous la gorge. Bonsoir maître, merci pour votre exposé. Avec l'association Damoclès, nous avons lancé une pétition justement sur la légitime défense. On avait reçu plus de 100 000 signataires en octobre 2017. Et on mettait en avant deux éléments que vous avez exposés, en parlant du droit suisse, le fait qu'on parle d'imminence plutôt que d'immédiateté, et l'état de stress. Si j'ai bien compris votre propos, pour avoir soit clair, vous pensez qu'en fait ça on ne peut pas le mettre dans le droit français, que ça ne vaut pas le coup, et que tout doit passer par des juges spécialisés pour que la légitime défense soit véritablement connue pour, non seulement les forces de l'ordre, mais j'entends pour chaque citoyen qui soit agressé au couteau, qui tape un peu trop fort, soit agresseur. Oui, je pense que notre réglementation, elle est intelligente. Elle a fait ses preuves. Elle a très très bien fonctionné pendant des années. Aujourd'hui, elle fonctionne encore. Parce que en 25 ans, je n'ai pas eu un policier, alors que je peux vous dire que j'en ai défendu, pas un policier en détention. La plus grosse condamnation que j'ai eue, c'est 3 ans d'emprisonnement avec sursis pour un policier qui avait abattu dans le dos un gars qui s'enfuyait, alors qu'il n'avait jamais été armé, qu'il n'avait jamais représenté une menace. Donc, il y a un traitement judiciaire qui est quand même pas terrible. Vous voyez, les magistrats ne sont pas friands de mettre les policiers en détention. Et pour les citoyens, parce que j'ai aussi défendu des citoyens qui avaient ouvert le feu, les citoyens ont aussi été bien traités à l'issue de la procédure. Mon souci, c'est qu'ils sont maltraités pendant la procédure. C'est que la garde à vue, la mise en examen, le contrôle judiciaire, tout ça est extrêmement lourd. Et chaque rendez-vous chez le juge est une épreuve. Et ça, c'est parce que le prisme est mauvais. Changer la loi, ça ne changera rien. Le prisme sera toujours mauvais. Changer la loi, ça ne changera rien non plus sur les sanctions, parce qu'aujourd'hui, des condamnations illégitimes, donc des condamnations qui feraient frémir le citoyen sur des affaires de LD, il n'y en a pas. Moi, qu'une personne soit condamnée parce qu'elle ouvre le feu sur des gens qui s'enfuient et qu'elle les tue, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce qu'on n'a pas le droit d'exercer la peine de mort. La peine de mort, elle n'existe plus en France. On a voté pour ça. Je ne pense pas que le citoyen puisse s'arroger le droit de tuer les gens dans la rue, simplement, avec d'ailleurs des capacités techniques très limitées, simplement parce qu'on lui a volé sa caisse. Ou parce qu'on lui a fait peur. Donc, c'est mon analyse. Hein. Après, chacun la sienne, mais c'est mon analyse. J'ai pas envie que ça défouraille dans la rue n'importe comment et que mes enfants prennent une balle perdue parce que un boutiquier responsable a voulu rattraper sa caisse. Je pense que le droit tel qu'il existe aujourd'hui est très bien, il est très suffisant, il est mal appliqué. Bonsoir. Pardon. Allez-y. Oui, non, je voudrais rebondir sur la question du premier intervenant concernant le monopole de l'État sur l'exercice de la violence légitime. On a vu récemment du coup les institutions se décharger de la verbalisation en fait. Et les sociétés privées qui ont pris ça en charge, on a vu un petit peu quels étaient leurs critères de recrutement, qui sont dans le meilleur des cas médiocres, mais plus objectivement assez misérables. Ça vous fait pas peur en fait dans l'élargissement dans votre concept de l'élargissement du port d'armes, notamment via les sociétés privées, que ce genre de personnel au niveau de recrutement vraiment questionnable se retrouve en fait avec des armes létales?
Alors là, moi je considère que l'État, comme les sociétés privées, en matière de sécurité, elles ont deux obligations totalement impératives. C'est la sélection et la formation. La sélection par l'État, elle est plutôt bien faite. Plutôt bien faite. Par les sociétés privées, elle ne l'est pas. La formation, par les sociétés privées, elle est merdique, et par l'État, elle l'est aussi. Donc, là, il y a des déficiences, évidemment. Il faut pousser à la sélection et il faut pousser à la formation. Je pense que les individus qui seraient amenés à porter une arme dans le cadre des agents de sécurité renforcés, ceux qui bénéficieraient de cette possibilité-là, seraient passés par des filtres qui seraient importants, notamment en termes de tâches, évidemment. Il ne faut pas une mention aux tâches pour pouvoir porter une arme. C'est la moindre des choses. Alors, verbaliser un véhicule, ça n'engage pas tellement l'ordre public. Porter une arme, ça engage très lourdement l'ordre public. Donc, évidemment, il y a une mesure à faire. Je ne pense pas que les agents qui verbalisent des véhicules aujourd'hui auraient pu obtenir le port d'armes. Tout est une question de filtre, tout est une question de curseur en termes de formation-sélection. Où est-ce qu'on met le curseur? Qu'est-ce qu'on engage comme impératif pour autoriser les gens à porter une arme? Et soyons clairs, hein, je le dis, mais je l'ai dit 100 fois, moi aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de policiers nationaux et de gendarmes qui devraient être désarmés. Parce qu'ils sont éminemment dangereux. Hein, éminemment dangereux. Parce que c'est une lourde, très lourde responsabilité de porter un calibre. C'est un outil qui est diabolique. C'est un outil qui, 417 fois l'année dernière, en gendarmerie, a causé une décharge accidentelle. 417 décharges accidentelles en gendarmerie l'année dernière. Vous imaginez, c'est plus d'une par jour. Au secours. Les balles perdues ne sont pas perdues pour tout le monde. Au secours. Donc je pense qu'on a aujourd'hui un vrai effort de formation à faire et il est temps de s'y mettre. Vraiment. Je vais revenir sur la légitime défense pour les citoyens. Vous dites que la loi est bien faite, mais que c'est le prisme du coup des magistrats qui n'est pas adapté. Mais le temps du coup de changer ce prisme ou alors de changer les magistrats, je pense que de l'eau aura en effet donc coulé sous les ponts. Donc d'où peut-être la volonté de vouloir faire évoluer la loi pour au moins forcer les magistrats à c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Vous voulez forcer les magistrats. Essayez de forcer les magistrats qui, depuis toujours, essayent d'affirmer l'autorité judiciaire par rapport au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif. Ils veulent affirmer le pouvoir judiciaire. Essayez de les forcer, vous allez avoir une levée de bouclier. Vous n'arrivez plus rien à faire passer. C'est le cas aujourd'hui. Le 435.1. Quelle a été la conséquence de 435.1? C'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal à faire juger des cas de légitime défense qu'avant. Parce que les magistrats sont plus restrictifs aujourd'hui. Ils sont vent debout contre ces nouveaux textes. Comme ils sont vent debout devant le caractère un peu open bar en matière terroriste. Vous savez que toutes les affaires terroristes qui ont été traitées, il n'y a pas eu d'audition des tireurs. Les frères Kouachi, on ne s'est pas demandé comment ils avaient été tués. Le policier qui a ouvert le feu sur les Champs-Élysées, c'est à peine s'il a été entendu. On ne se pose pas la question. C'est du terreau, on ne se pose pas la question. Et bien ça, les magistrats, ils nous le font payer. Ils nous le font payer au quotidien sur un coup de bâton de télescopie. Ils nous le font payer vraiment, parce qu'ils estiment qu'il y a une dérive, et que face à cette dérive, c'est eux le rempart. Changer la loi, vous verrez. On n'arrivera plus à faire passer un cas. Je vais juste finir, parce que c'est vrai que du coup, il y a en plus du stress de l'agression, chez les citoyens, il y a aussi le stress juridique. Il y a plus d'un Français sur toi qui n'intervient pas quand il est témoin d'une agression, entre autres parce qu'il a peur des conséquences juridiques. Donc est-ce qu'on peut se permettre d'attendre, je ne sais pas combien de temps, que le prisme du coup des magistrats, ou bien alors qu'il y ait des juridictions spécialisées comme vous le souhaitez, avec que ce genre arrive, parce que du coup on tombe aussi dans la non-assistance à personne en danger, donc c'est un le gros souci des citoyens, c'est surtout qu'ils ne connaissent pas la limite droite, la limite gauche. Ils ne savent pas 122.5, ils ne connaissent rien.
ils sont agressés, ils se défendent. Ils n'ont pas la connaissance que nous avons tous, puisque nous sommes ici, nous savons ce que c'est que la légitime défense. On a déjà entendu les deux mots, quoi, légitime défense. Le citoyen de base, le citoyen qui fait un métier qui n'est pas un métier juridique du tout, il ignore tout de ces concepts. Donc il se défend comme il peut, avec la rage dont je vous parlais tout à l'heure, qui est omniprésente. Et puis après, on lui dit « Ah oui, mais tu n'avais pas le droit ». Donc il découvre. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc déjà, si on voulait être efficace, il faudrait, à mon sens, informer le citoyen de ses droits et de ses devoirs. L'informer notamment en matière d'usage de la force. Parce que les citoyens, parfois, ignorent même qu'ils peuvent user de la force. Et dans ceux qui se gardent d'intervenir, il y a ceux qui ont peur de prendre un mauvais coup, ceux qui ont peur des conséquences juridiques, mais il y a aussi et surtout ceux qui ne savent pas qu'ils peuvent le faire, qu'ils ont le droit de le faire. Donc, en termes d'information, il y a sûrement un message à passer. Ce qui nous amène du coup sur une dernière chose, est-ce qu'on ne peut pas aussi donc, imaginer des formations donc, généralisées, comme ça se fait au niveau des premiers secours, même si ça n'est pas encore généralisé, des formations sur un temps très court, aux gestes d'urgence, au comportement d'urgence, justement par rapport aux agressions, ou même par rapport à une fusillade. Là-dessus, l'initiative privée s'y est mise. Il y a beaucoup de moniteurs de sport de combat qui ont fait venir dans leur salle des gens, parce que les gens étaient, après les attentats, les gens ont couru dans les stands de tir, ont couru dans les salles de sport. Pas dans les salles de sport pour faire de la muscu, mais dans les salles de combat pour apprendre le Krav Maga, etc. Très bien, tant mieux. Tant mieux, la riposte citoyenne est une bonne chose. Mais il y a plein de moniteurs qui ont essayé de donner un vernis juridique à ces gens. Maintenant, le moniteur de Krav Maga, il n'est pas nécessairement très fin psychologue et très fin juriste. Et donc, le message, je doute qu'il soit très, très compréhensible ou très, très pertinent. Voilà, en tout cas, si vous avez une meilleure méthode, ou alors il faut vendre 65 millions de bouquins, moi je veux bien. Je gagne 81 centimes d'euros par livre, donc moi je veux bien qu'on les diffuse pour que les gens sachent ce que c'est que la légitime défense. Après, il y a des citoyens qui s'y intéresseront, qui liront un truc, qui se diront tiens, au fait, c'est quoi la légitime défense, j'ai droit à quoi? Et puis il y en a d'autres qui ne le feront pas. Bonjour, merci pour votre intervention et votre venue ici. Moi j'aurais une question à vous poser par rapport un peu à des questions pour avoir un peu d'actualité sur les femmes en soi. Ou les femmes, d'ailleurs, toutes les maltraitantes, on le voit aussi dans les hôpitaux, il y a quand même des choses à voir. Mais une personne qui se fait maltraiter, que ce soit son conjoint, ses parents, peu importe, perpétuellement, si elle réagit avec une arme, pour vous, ça ne devrait pas être la légitime défense? Parce que si tous les jours elle fait qu'elle va se faire frapper, la personne, au bout d'un moment, elle peut légitimement penser que sa vie est en danger, parce qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui va craquer, quoi. Elle en a marre, alors elle bute le mec. Non, ça s'appelle un homicide volontaire, en fait. C'est pas du tout ce que je dis. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'avant de se faire frapper, ça peut y passer, clairement. Des coups tous les jours, le cerveau, il va y avoir un problème, si on se prend des coups dans le visage, etc. Et la personne, à un moment, il y a une arme et elle la prend. Pour vous, c'est de la légitime défense ou pas? Je n'ai pas toutes les affaires qui peuvent exister, sauvages, tout ça, je ne sais pas, je ne connais pas tous les détails, donc je ne peux pas dire si c'était bien ou pas. Mais c'est une question qui se pose. Là, on a encore eu la joggeuse, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres histoires. On a eu les parents aussi aux États-Unis, avec leurs enfants. Comment vous pouvez approcher cette légitime défense avec une arme d'ailleurs, mais sur ce genre de moment où finalement on n'arrive plus à savoir si notre vie est en danger ou pas, parce que finalement c'est notre quotidien et qu'on n'arrive plus à se rendre compte comment s'en sortir. La difficulté, c'est que chaque cas est particulier. Chaque cas est particulier. Et c'est même pire que ça, c'est que chaque mot entraîne un traitement différent en droit. Chaque mot que vous allez prononcer. Donc, tout dépendra de la manière dont la personne exposera la menace qu'elle a voulu faire cesser, la menace à laquelle elle a été exposée, et la gravité de l'atteinte telle qu'elle l'a vécue. Vous me posez une question qui est trop générale pour que je puisse lui donner une réponse. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que il y a des cas dans lesquels l'usage d'une arme par rapport à une personne non armée est totalement admissible. Ce qui compte, c'est de savoir qu'on va mourir. Et si on va mourir,
Si on en a la certitude et qu'on a des raisons objectives de le penser, et bien dans ces cas-là, l'usage d'une arme létale est légitime. Voilà. C'est compliqué de répondre à votre question. Parce que parfois on peut croire, mais pas forcément en fait. Enfin, ça je veux dire, c'est dans une situation où on peut le croire, mais on n'est pas forcément si on est de l'extérieur. Mais dans les raisons objectives de penser qu'on va perdre la vie, il y a notamment l'habitude que l'on a de recevoir des coups qui mettent en péril l'intégrité physique de la personne. Oui, tout est pris en compte. Tout est pris en compte. Mais on juge un instant T. On juge une seconde de vie en 10 ans. En 10 ans, on décortique une seconde de vie. La justice est très très forte pour ça. Elle sait appuyer sur le chronomètre et arrêter le temps. C'est ce qu'elle fait de mieux. Elle arrête le temps, cette vieille dame. Donc, on sait décortiquer en une seconde ce que vous avez fait, mais on sait aussi remonter en amont pour savoir pourquoi vous l'avez fait, dans quel contexte. Et on tiendra compte évidemment de ça. Maintenant, si c'est un homicide volontaire, si vous en aviez marre, qu'à un moment vous en avez ras-le-bol de ce gars, vous avez pris un calibre et que vous l'avez buté, ben vous comparaîtrez dans une cour d'assises. Et c'est bien légitime. Et le jury populaire sera tout à fait gentil avec vous et vous accordera du sursis sur la quasi-totalité de votre peine. Voilà. Oui. Merci pour votre argumentation. Je voudrais me permettre de faire l'avocat du diable. Je comprends votre souci que vos clients soient jugés par des magistrats très spécialisés sur ces sujets délicats. Mais en même temps, on pourrait vous objecter, vous l'indiquez vous-même, que ce qui vous préoccupe, ce n'est pas la sévérité de la justice au bout de la chaîne, c'est la prévention que certains magistrats semblent avoir à l'égard de vos clients. Mais énormément de justiciables peuvent adresser cette objection à la justice. Énormément de justiciables en garde à vue ont le sentiment que le magistrat instructeur est prévenu contre eux. Alors bien sûr, les officiers de police judiciaire ont des responsabilités que le français moyen n'a pas. Mais dans bien des cas, le justiciable qui se trouve au contact de la justice, lui aussi peut souffrir un grave préjudice si jamais il y a une erreur d'appréciation du magistrat instructeur. Donc je ne suis pas sûr que l'opinion publique dans son ensemble soit prête à entendre que les OPJ appellent méritent, si je puis dire, un traitement particulier devant un juge qui serait le même que celui des gendarmes. Alors, il y a une différence fondamentale de nature entre le citoyen qui va en garde à vue parce qu'il est suspecté d'une infraction économique, d'une infraction douanière, de je ne sais quoi, et celui qui va en justice parce qu'il a défendu sa vie. C'est une différence fondamentale de nature, parce que vous n'avez rien demandé à personne quand vous défendez la vie. Vous ne vous êtes pas levé le matin en vous disant « Tiens, aujourd'hui, je bute un mec ». Vous étiez dans votre cadre social normal, et tout à coup, la réalité des agressions, c'est banal et brutal. Tout à coup, ça vous submerge. Vous avez un mec qui est là, avec un couteau, il crie à la Wakbar ou pas, et il est en train de vous assassiner. Et vous le repoussez comme vous voulez, il se trouve que vous êtes sur le quai du métro, vous le balancez sur les quais du métro, le métro passe. Voilà, fin de l'histoire. Et là, on vient vous dire, on vient vous mettre en garde à vue, on vient vous poursuivre, et on vous dit, il faut que vous justifiez de l'état de légitime défense dans lequel vous êtes. Parce que c'est au citoyen qui invoque un fait justificatif de démontrer l'existence du fait justificatif et de ses éléments constitutifs. C'est une différence de nature considérable. Et donc, c'est pour ça que je dis que ce gars-là, celui qui s'est levé le matin sans aucune intention criminelle, qui a dans son schéma de vie normal, peut toujours respecter la loi. Encore plus celui qui se lève le matin en voulant la faire appliquer, le policier ou le gendarme. Quand il défend sa vie, on ne doit surtout pas le recevoir de manière négative. On doit le recevoir de manière positive, en disant « Garçon, d'abord, bravo, t'es debout, tu rentres chez toi le soir, c'est bien. » Et puis ensuite, on doit le traiter de manière convenable. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je défends 2 gendarmes qui ont fait une ouverture de feu il y a quelques mois de ça, mortelle. Ils ont passé 48 heures en garde à vue. Et il a fallu qu'on se batte contre l'inspection générale de la gendarmerie pour qu'ils puissent dormir dans une chambre, parce qu'on voulait les mettre en cellule. Qu'est-ce que fait un gendarme en cellule alors qu'il intervient sur un mec qui est archi connu, que le mec essaye de poignarder un gendarme et qu'il finisse
finit par prendre une balle. Ces gendarmes n'avaient rien à faire en cellule. Vous comprenez le traitement policier, le traitement judiciaire de ces affaires, il doit être complètement différent d'un traitement d'un délinquant. Même d'un délinquant supposé. Hein. Même d'un délinquant supposé. Oui. Bonsoir maître. Une petite question concernant aujourd'hui en fait sur ce que vous dites. Est-ce que les magistrats se rendent compte que les fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie ont malheureusement, au vu de 435 et 825, nonobstant le fait qu'il puisse y avoir un danger, les bons fonctionnaires, les bons militaires ont peur, entre guillemets, d'utiliser leur arme parce qu'ils ont peur des conséquences que va penser un juge, un procureur de la République, même au niveau de l'institution. Est-ce que les autorités judiciaires ont conscience de ça, du danger que ça peut amener? Alors, les autorités judiciaires en ont conscience et sont contentes que vous ayez peur d'utiliser votre arme. Mais pour les citoyens, je pense que pour les citoyens, je dirais que c'est limite en fin de compte. Oui, pour la sécurité publique, c'est limite. On a une arme sur la hanche et on ne s'en sert pas. En fait. Ah oui, mais je suis officier de réserve opérationnel, donc j'ai aussi peur d'utiliser mon arme. Peur, entre guillemets. C'est-à-dire que ça ne me pose aucun problème de l'utiliser, mais je sais que si je l'utilise, il y aura des conséquences qui seront des conséquences importantes en termes enfin, la vie change. Hein. La vie change, parce que quand vous êtes mis en examen, quand vous êtes placé sous contrôle judiciaire, tout ça change. Vous savez, je vous disais, la loi, elle est bien faite. Il y a un critère, qui est un critère essentiel, et si vous devez retenir un critère, si vous devez retenir un mot pour être dans le confort quand vous portez une arme, c'est indispensable. Pourquoi je tire sur quelqu'un? Je tire sur quelqu'un pour sauver une vie. La mienne ou celle d'autrui. Une vie innocente. C'est indispensable à sauver la vie. Si ce n'est pas indispensable à sauver la vie, eh ben je ne tire pas. Si je ne suis pas prêt à donner la mort, je ne sors pas mon cahier. Et si je me pose la main dessus et que je le sors, que je décide d'engager le feu, c'est tout simplement parce que si je ne le fais pas, quelqu'un va mourir. Le critère, c'est celui-là. Ce critère-là, si vous le vendez à l'autorité judiciaire, il passera toujours. Pourquoi vous avez tiré? Parce que c'était indispensable à sauver une vie. Je ne tire pas parce que j'ai le droit, je ne tire pas parce que la voiture franchit le barrage, je ne tire pas parce que j'ai peur. Je ne sors pas mon arme parce qu'on m'a dit en formation, quand c'est un cambriolage en cours, tu sors ton calibre. Non, je ne sors pas mon calibre pour fouiller une maison. Je sors mon calibre parce que j'envisage d'être en capacité de tuer quelqu'un. Et je suis prêt à le faire si c'est nécessaire. Le schéma mental, c'est celui-là. Donc, retenez ce mot, indispensable. Ça revient un peu aux critères européens de l'absolue nécessité. C'est absolument nécessaire. Si c'est pas absolument nécessaire, ben je suis feignant, je le fais pas. Le gars s'enfuit, qui s'enfuit. Moi, je prends un autre jour. Il risque de toucher quelqu'un d'autre. Tant pis. Tant pis. Je ne tire que si ça permet de sauver des vies. Parce que c'est ça, en fait. Où la légitime défense, on enlève une vie. Pourquoi est-ce qu'on enlève une vie? Pour en sauver d'autres. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Sinon, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. La guillotine, elle est rangée, elle est au musée. Voilà. On n'a pas le droit de tirer sur les gens. Donc on ne tire sur les gens que parce que c'est le seul moyen de les arrêter et de faire cesser une agression. Quand vous avez bien compris ça, quand vous avez bien compris dans le cadre d'une introspection personnelle, que vous avez une bonne approche mentale, vous dites, suis-je prêt à tuer quelqu'un? Si je ne suis pas prêt à tuer quelqu'un, j'ai rien à faire sur la voie publique avec une arme d'ailleurs. Donc il faut que je change de métier, je vais à la poste. Si je suis prêt, quand est-ce que je tirerai? Eh bien, je tirerai quand ce sera indispensable à sauver une vie humaine. Et sinon, je ne le fais pas. Et là, tout à coup, le port d'armes devient beaucoup plus confort. Et la sortie d'armes devient beaucoup plus rare. Mais si vous la sortez, le tir devient beaucoup plus rapide. Et mortellement efficace. Bonsoir maître Guillaume Laurence, fondateur de l'ARPAC. J'ai une petite question pour vous concernant la révision du 315-5 du Code de la sécurité intérieure en début d'année. On a vu un rapprochement entre la Fédération française de tir et les demandeurs de port d'armes au titre de cet article. Tout à l'heure, on a dit qu'il n'était pas question d'armer les tireurs sportifs, etc. Est-ce que vous pensez que ce rapprochement et la délégation à la Fédération française de tir d'un certificat
manipulation, de bonne manipulation et de bon usage des armes, est-ce que vous pensez que c'est approprié, ou alors il faudrait mettre en place une formation qui soit spécifique à des gens qui désirent porter une arme, qui soit plus proche de la formation d'une police, et ouvrir, pourquoi pas, cette formation à des personnes issues de la société civile. Oui, quand on porte une arme, on doit justifier au moins de savoir s'en servir, un minimum. Alors, le minimum, il est donné par l'FFTIR, qui s'assure que la personne sait charger son arme, tirer que connaît les règles de sécurité et sait à peu près toucher la cible quand elle tire. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Un port d'arme dans l'espace public, pourquoi? Parce que dans l'espace public, il y a des gens. Parce que tirer sur une cible qui bouge, c'est complètement différent de tirer sur une cible fixe à 25 mètres. Parce qu'il y a la notion de stress, parce qu'il y a la notion de caractère indispensable du tir, le cadre légal. Les gens qui sont armés sur l'espace public doivent connaître le cadre légal, il n'est pas enseigné à la FFTIR. Donc la FFTIR fait le minimum, et c'est déjà ça. Parce qu'avant, on donnait les ports d'armes comme ça. Hein. Bon, vous voulez un port d'armes, on vous le donne, et puis advienne que pourra. Donc qu'est-ce que vous préconiseriez pour que ce ne soit pas uniquement une petite attestation FFTIR? Ce serait très intéressant d'avoir un centre de formation à l'usage professionnel des armes, ça n'existe pas. Ou alors une formation dans le cadre d'une école de police, avec un certificat donné par une école de police. Pourquoi ça n'est pas fait? Parce que les écoles de police, les stands de police sont submergés. Donc c'est difficilement jouable. Et en plus, je pense que l'État ne veut pas lier l'autorisation de port d'armes à des citoyens au pouvoir régalien. Ce serait un mélange des gens qui gêne l'autorité étatique. Moi, je suis pour l'ouverture des frontières, donc je pense que les citoyens pourraient aller en école de police se former pendant 15 jours, ce ne serait pas idiot. Après, ce qu'on voit faire aux États-Unis, c'est intelligent. Le CCW il est donné avec 3 jours de formation, une journée technique, une journée psychologique, une journée légale. Et ces 3 jours de formation sont dispensés par les autorités policières. On est sur des moyens que la France n'a pas. On pourrait payer la formation. Ah, c'est la dernière question? Alors, il y aura juste une dernière question, je vous donne la parole tout de suite, ne vous inquiétez pas, après il y a dédicace, il y a un cocktail, vous pourrez parler à Maître Guénard sans problème. Non, c'est juste une réflexion, c'est pour dire que souvent on nous demande de faire, pardon, via le choix d'heure de la PAC, de faire, qu'il fallait faire un compromis entre la liberté et la sécurité, qu'il fallait les moyens, etc. Le port d'armes, je pense, pour les citoyens, ce serait un bon moyen de ne pas faire ce choix, et surtout pour l'État, ce serait absolument pas coûteux, puisque ce serait le citoyen le demandeur de port d'armes qui paierait sa formation. Il n'y aurait pas du tout, c'est juste une réflexion. Oui, le port d'armes citoyen, est un enjeu. C'est un enjeu parce que ça peut être une solution qui semble intelligente, mais regardez les citoyens qui se battent au parking des supermarchés, et à mon avis, c'est incompatible aujourd'hui avec les citoyens que nous avons. Voilà. Et comme ça n'était pas une question, mais que c'était une réflexion, on va prendre une dernière question. Dans le fond, parce que... Oui. Jamais. Justement, le sens juridique, tout notre monde judiciaire, c'est le respect du droit à la vie. Et donc, on ne poursuit jamais quelqu'un qui aurait pu ouvrir le feu, mais qui ne l'a pas fait, qui a décidé de ne pas le faire. Jamais. D'ailleurs, sur les suicidaires, je rappelle qu'un suicidaire, on ne lui tire pas dessus. Je le rappelle parce qu'on a de plus en plus de cas. Donc, n'aidez pas quelqu'un à suicider, laissez-le suicider tranquille. Le suicide n'est pas une infraction. Oui. Une question qui peut intéresser plusieurs personnes. Vous m'avez déjà défendu 2 fois, et comme il me reste un peu de voix, vous aurez sûrement l'occasion de faire encore un peu. J'espère qu'il vous reste des sous, surtout. Une interrogation qui revient souvent. J'ai la chance d'appartenir à un service où environ un quart des fonctionnaires sont tireurs sportifs pour avoir le droit de se balader hors service, non plus avec le SIG qui peut faire mes poches, mais avec un petit Glock 26, je me fais un peu de fond. Et là, il y a la récente affaire de Marseille qui est tombée, et il y a beaucoup de questions qui se posent chez nous. Alors je présume, je ne sais pas si c'est vous qui défendez le collègue, mais vous avez dû avoir vent de l'affaire marseillaise, etc.
évidemment, j'ai une tempête sur l'affaire marseillaise, sur laquelle, évidemment, je ne vais rien dire, puisque c'est une affaire en cours et elle est soumise au secret. En revanche, sur cette question du port d'armes personnelles, moi, je reste sur ma position, qui est de dire que vous avez le droit, puisque c'est une arme détenue régulièrement. L'administration reste sur la sienne, qui est de dire non, 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 vous ne devez porter que l'arme de service. Et je peux vous dire que nous sommes nombreux à travailler sur une modification réglementaire très rapide de cette question, de manière à permettre le port des armes personnelles par les policiers, les gendarmes et les douaniers. Ça va venir. Ça va venir parce que nous avons des gens intelligents, nous avons contacté des gens intelligents qui ont été très réactifs et qui nous ont accueillis très favorablement. Voilà. Merci beaucoup à Maître Laurent pour cette intervention. Il nous reste quelques ouvrages. On va procéder à une séance de dédicace. Vous pouvez également nous rejoindre à un cocktail qui se tient au bar Le Professionnel, qui est rue des Fossés Saint-Jacques, tout à côté. Merci beaucoup d'avoir assisté à la conférence ce soir. Je vous invite à visiter le site de l'Institut Mirabeau et du Sacre Liberté. Et à très bientôt.